Bonjour à tous, je suis Virginie Grousset, donc je suis technique de ce webinaire qui est animé par l'ADEME. Vous recevrez les slides de la présentation à la fin de ce webinaire. Également enregistré, la session sera partagée avec vous dans quelques jours par email. Vous avez un module de questions à disposition. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation. Je les poserai à la fin de la présentation, donc de Clément Ackermann et Nouro Ndoye. Je les lirai à voix haute, donc veillez à être le plus clair possible dans votre puisse parfaitement la relayer. Je vais donc laisser la parole à Clément Ackermann pour la présentation. Oui, bonjour à tous et merci d'être présents aussi nombreux pour ce webinaire sur la présentation des nouveaux AP démonstrateurs d'innovation de grande ambition. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit rappel sur ce que le programme. Alors Clément, excusez-moi, je me permets de vous couper. Il faudrait bien vous positionner par rapport au micro, on ne vous entend pas bien. Donc, le programme des investissements d'avenir a été créé en 2010 et a pour objectif d'augmenter la croissance potentielle de la France. L'ADEME en est l'un des opérateurs avec BPI France et France Avenir pour les innovations destinées à accélérer la transition énergétique et environnementale. Entre 2010 et 2017, sur le PIA 1 et 2, ce sont près de 745 projets, dont 322 portés par des PME, qui ont été soutenus à hauteur de 2,5 milliards d'euros d'aide, majoritairement en subventions et en avances remboursables, pour un budget global mobilisé de 7,2 milliards. En 2017, la troisième phase du PIA a été lancée, représentant 1 milliard d'euros, dont 600 millions d'aides d'État. Donc, les interventions de l'ADEME se situent principalement en aval de la R&D, en soutien aux projets innovants portés par les entreprises dans le secteur. La production, des distributions d'énergie, du bâtiment, de l'industrie et de l'agriculture éco-efficiente, de l'économie circulaire et du transport et de la mobilité durable. Donc, les objectifs du PIA 3 sont de plusieurs ordres. D'une part, de générer de la croissance pour l'économie française et de développer des emplois durables dans le domaine de la transition écologique et environnementale. D'autre part, de développer un mix énergétique décarboné et compétitif. De changer les modes de production et des pratiques de consommation, et d'assurer la création de valeur sur les territoires avec, dans la mesure où l'État partage les risques, un retour financier vers l'État. Donc, pour ce faire, 3 outils ont été développés par l'ADEME. Le premier outil, l'outil concours d'innovation, qui vise des projets plutôt monopartenaires, exclusivement par des PME, sur des thématiques qui sont, donc, pour la prochaine vague, donc l'économie circulaire, l'adaptation au changement climatique, les performances énergétiques dans les bâtiments et les villes en transition. La prochaine vague, la vague 4 du concours innovation, est actuellement ouverte et se clôturera le 4 octobre à midi. Et donc, pour toute information, nous vous invitons à envoyer vos mails sur la boîte mail dédiée de l'AP. Un deuxième type d'outils sont l'outil démonstrateur, qui fait l'objet de ce webinaire, composé de 3 appels à projets classiques et un dit appel à projet flash, visant chacun le développement de démonstrateurs de la transition énergétique sur des thématiques spécifiques. Donc ces 3 AP sont ouverts en continu tout au long de l'année, excepté l'AP flash qui fait l'objet d'une ouverture et d'une clôture spécifique. Et enfin, le troisième outil qui est l'AP ADUIP, accélération du développement des écosystèmes innovants et performants, qui cible des projets d'innovation associant entreprises et instituts de recherche sur les sujets du transport et de la mobilité, et exploitant les travaux et les résultats issus de laboratoires de recherche publics. Donc cet AP est également actuellement ouvert et sera clôturé fin décembre 2019. Donc, en parallèle de ça, l'ADEME peut également soutenir l'investissement en fonds propres des infrastructures innovantes de type première commerciale via sa structure ADEME Invest, et nous parlerons plus en détail de cette structure en fin de présentation. Donc, sur ce slide, vous pouvez voir positionner les différents types d'outils opérés par l'ADEME en fonction de 2 critères que sont le montant d'aide alloué par projet et le caractère individuel ou collaboratif des projets, avec au milieu en bleu le ciel, qui nous allons parler aujourd'hui. Donc, merci de la présentation, je passe la parole à mon collègue Nouro. Bonjour à tous, merci Clément. Nouro Ndoye, donc je fais partie de la même équipe que Clément, qui est chargé de l'instruction des dossiers et du pilotage des appels à projets.
Donc, en dehors du concours d'innovation qui est destiné uniquement aux PME et aux petits projets, et de l'action démonstrateur, on a donc, en dehors du concours d'innovation et de l'action liée au transport, on a l'action démonstrateur, dont le but est d'accélérer la mise sur le marché de produits et services innovants qui ont un impact bénéfique pour l'environnement. C'est un dispositif de financement qui est très intéressant pour vous. On a vu que vous êtes de nombreuses PME à nous écouter aujourd'hui. Donc c'est très intéressant parce qu'il vous permet de bénéficier donc tout d'abord bien sûr d'une aide financière qui est composée de subventions et d'avances remboursables. Donc les subventions, qu'est-ce que c'est? C'est de l'argent public que l'État vous donne et que vous ne remboursez pas, quels que soient les débouchés du projet. Donc c'est très intéressant. Et il y a aussi une partie avance remboursable qui est aussi intéressante puisque c'est de l'argent que l'État vous prête et que vous remboursez uniquement sous certaines conditions. Et les conditions, c'est que vous générez un certain montant de chiffre d'affaires grâce aux résultats du projet. Donc il y a cette aide financière. Le dispositif de financement permet aussi également de bénéficier de l'image du programme investissement d'avenir et de l'ADEME, qui est une référence dans les domaines de l'énergie et de l'environnement, et qui vous permet aussi d'obtenir éventuellement d'autres cofinancements. Et vous bénéficiez également d'un accompagnement, puisque ici à l'ADEME, sur chaque projet, on a à chaque fois un ingénieur qui est expert dans sa thématique, qui est dédié au suivi du projet, avec lequel vous pouvez avoir des échanges très fructueux, des échanges d'informations, de documents stratégiques, etc. Et vous bénéficiez enfin, pour les projets multipartenaires, la dynamique collaborative qui est favorisée du fait des nombreuses réunions. C'est une réunion une fois par an et qui force le partage d'informations entre les différents partenaires et qui permet de créer des liens donc entre les petites entreprises, les grandes entreprises, des laboratoires de recherche. Très intéressant pour vous. Et pour l'État, l'objectif, c'est donc de générer de la croissance et des emplois dans le domaine de la transition écologique. L'action démonstrateur dont on parle aujourd'hui, c'est une action qui se veut la plus large possible pour englober tous les projets qui permettent de réduire l'impact environnemental des activités. Donc on a scindé cette problématique en 3 thématiques complémentaires. Ce sont 3 thématiques qui ont donné lieu à 3 appels à projets. Les 3 appels à projets ont toutes les mêmes modalités de souscription, de financement, de remboursement. Seules les thématiques changent. Donc, il a pour but de couvrir tout le spectre de la transition écologique et énergétique. Il est donc possible parfois que certaines thématiques se recoupent sur certains champs, et ceci n'est pas un problème, étant donné que les modalités sont toutes les mêmes sur les 3 appels à projets. Si vous ne savez pas vraiment, si vous avez un doute sur quelle thématique postuler, ce n'est pas un problème. Ici, nous, on sera en mesure de rediriger le projet vers une thématique ou une autre, étant donné que les modalités sont les mêmes. Également, si vous avez, pour une raison ou une autre, un projet qui sort du cadre de cet appel à projet, sachez que nous avons également un dispositif, une procédure qui permet de financer des projets en dehors de tout appel à projet. Donc, n'hésitez pas. Concernant la typologie des projets attendus, ce sont donc des projets monopartenaires ou collaboratifs, avec un maximum de 5 partenaires. L'appel à projet est ouvert à toute catégorie d'entreprises, donc les PME, les entreprises de taille intermédiaire, les grandes entreprises, et également les laboratoires de recherche et les collectivités. La seule contrainte, c'est que le coordinateur du projet soit une entreprise, toujours dans la logique de développer un produit ou un service qui pourra être mis sur le marché relativement rapidement à la suite du projet. Concernant la taille des projets, donc ce sont des projets dont le budget total, tous partenaires confondus, est supérieur à 2 millions d'euros. Concernant les dépenses éligibles, ce sont donc les dépenses de R&D, donc les salaires, les frais de sous-traitance, les amortissements, etc. Voilà, donc les frais de R&D, donc là c'est assez important. On reviendra sur la notion d'innovation. Mais donc à l'ADEME, on intervient sur des projets qui ont pour objectif de lever des verrous. Donc ces verrous peuvent être technologiques ou non, mais il s'agit bien donc de travaux de recherche. Concernant les versements,
Donc, c'est un versement en début de projet, une avance de trésorerie, en quelque sorte, de 15% de l'aide. Et ensuite, un versement à chaque EC, c'est-à-dire à chaque étape clé, pardon. Donc, chaque étape clé, en général, une fois par an. Donc, une étape clé, qu'est-ce que c'est? C'est une réunion où tous les partenaires du projet se réunissent autour d'une table, ainsi que l'ADEME. Donc, ici, nous, l'équipe en charge du programme investissement d'avenir et un ingénieur qui est expert sur sa thématique. Une réunion qui peut durer une demi-journée ou une journée. Une fois par an où sont présentés tous les travaux de l'année. Et donc, à la suite de cette étape clé, l'ADEME verse une aide qui est en fonction des dépenses de l'année précédente. Voilà. Et jusqu'à la fin du projet. En bas de la slide, on a un tableau qui présente les taux de financement. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut financer jusqu'à 60% du budget du projet pour les PME. On peut dire également qu'il y a plusieurs formules à votre choix, entre subvention et avance remboursable. Une fois que le projet est terminé, les entreprises, donc vous devez rembourser les avances remboursables, uniquement à la partie avance remboursable. La moitié de cette partie avance remboursable au premier euro de chiffre d'affaires généré par les résultats du projet. Et l'autre moitié, lorsque vous dépassez un certain seuil de succès commercial. Donc ça, c'est un certain montant de chiffre d'affaires cumulé qui est calculé pendant la phase d'instruction. Ensuite, concernant les critères de sélection des projets, donc très important, on a globalement 4 gros critères. Un premier critère sur le caractère innovant du projet, donc la pertinence par rapport au texte de l'appel à projet, la maturité du projet de manière à ce que vous puissiez mettre sur le marché. Attention Noro à bien vous placer par rapport au micro, s'il vous plaît. Ok, pardon. Donc un critère sur la maturité du projet, je disais, qui donc a pour but de valider que le time to market, en fait. Un critère sur le degré de rupture. Donc, là, il s'agit de l'innovation, qu'elle soit technologique ou non. Peut être organisationnelle ou de modèle d'affaires. Ensuite, on a un critère sur l'impact socio-économique du projet. Donc là, on étudie la qualité et la robustesse du modèle économique, bien sûr. On attend donc une analyse du coût complet de la solution, ainsi qu'une analyse de marché travaillée. Et il y a aussi un critère sur le caractère réplicable de la solution développée, c'est-à-dire qu'on attend des projets qui développent une solution qui pourrait être diffusée largement à travers le monde. Voilà, ce qu'on appelle en franglais la scalabilité. Ensuite, on a un critère sur la capacité du consortium à mener le projet. Donc là, toute l'importance du dossier. Donc capacité à la fois opérationnelle, il faudra bien présenter dans le dossier que vous déposez le contexte, l'objectif du projet, les verrous à lever, le plan de travail, les coûts, les risques du projet, etc. Également la capacité financière du projet. Donc là, on a un critère sur le montant des capitaux propres, c'est-à-dire que dans la philosophie des investissements d'avenir, pour 1 euro d'aide d'État, vous devez avoir 1 euro de capitaux propres dans votre société au moment du versement. On avait par exemple parmi les questions une jeune entreprise qui demandait si c'était pertinent pour une start-up de proposer un projet très ambitieux. Eh bien en fait, parmi les critères, on va notamment regarder cette capacité financière, c'est-à-dire que si vous avez une start-up par exemple 50 000 euros de capitaux propres et que vous présentez un projet à 3 millions d'euros, on va se poser des questions sur votre capacité financière à développer le projet. Donc, il faudra nous donner un plan de financement détaillé sur le projet. Et ensuite, au moment du versement, au moment de chaque versement, donc par exemple, si le premier versement correspond à 200 000 euros, l'avance de trésorerie de 15%, par exemple 200 000 euros, vous devez avoir au moment du versement 200 000 euros de capitaux propres. Sinon, ça décale le versement.
Voilà. On a également des critères sur la capacité à industrialiser la solution, sur la connaissance de l'écosystème des clients. Et enfin, un critère d'éco-conditionnalité, donc par rapport aux enjeux écologiques et énergétiques. Donc là, on aime avoir des effets quantifiés autant que possible, même si parfois c'est difficile. Voilà, donc autant que possible. Ensuite, j'ai 3 slides qui veulent vous présenter les 3 thématiques des 3 appels à projets. Donc, le premier appel à projet, nommé Système énergétique, ville et territoire durable. C'est un appel à projet qui est dédié aux thématiques liées à l'énergie, de manière générale, c'est-à-dire de la production jusqu'à l'usage final dans les villes et dans les territoires. Il est composé de 3 axes. Un premier axe sur les systèmes énergétiques. Donc là, on parle de réseaux d'énergie, de vecteurs d'énergie. Un deuxième axe sur les énergies renouvelables. Et un troisième axe sur tous les thèmes liés à la performance énergétique des bâtiments. Donc à l'échelle du bâtiment, d'un îlot ou d'un territoire. Deuxième appel à projet, l'appel à projet économie circulaire et coefficience dans l'industrie, l'agriculture et l'eau. Cet appel à projet cible donc des projets dans les domaines industriels, agricoles ou territoriaux qui permettent de passer d'un modèle linéaire à un modèle plus circulaire. Cet appel à projet est composé de 4 axes. Un premier axe lié à toutes les problématiques d'éco-conception. Donc là, on parle d'allongement de la durée de vie, de recyclabilité, de sobriété énergétique, de lutte contre l'obsolescence programmée. Un deuxième axe sur l'optimisation de la consommation des ressources, donc à la fois ressources, énergie et matière. Donc là, on parle de recyclage et d'efficacité énergétique, de valorisation des coproduits. Ensuite, on a un axe sur la prévention de la production des déchets, la gestion des déchets, donc la collecte, le tri, le recyclage, etc. Et enfin, un axe sur la gestion de l'eau. Donc là, on parle du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire du cycle de l'eau dans les industries, dans les villes. Donc les eaux urbaines, industrielles, agricoles, le traitement des eaux et également la lutte contre les déchets plastiques en mer. Enfin, le troisième appel à projet dédié aux thématiques autour du vivant. C'est l'appel à projet bioéconomie et protection de l'environnement qui est composé de 2 axes. Un premier axe sur la bioéconomie. Donc là, il s'agit de tous les projets liés à la biomasse, mobilisation de la biomasse, transformation et valorisation de la biomasse. Et un deuxième axe sur la protection de l'environnement. Donc là, c'est tous les sujets liés à la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la biodiversité, les risques naturels, les technologiques, etc. Donc globalement, on a un appel à projet lié aux thématiques liées à l'énergie, un appel à projet plus économie circulaire, industrie, et un appel à projet vivant. Voilà, encore une fois, si vous avez un doute sur quel appel à projet, à quel appel à projet postuler, n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un mail. On vous mettra à la fin de cette présentation quelques slides avec les adresses mail auxquelles vous pourrez nous contacter. Oui, et donc en complément de ces 3 AP dits plutôt AP classiques ou standards, il existe également les AP dits flash. Alors concrètement, un AP flash, qu'est-ce que c'est? Un AP flash, c'est un AP Attention Clément, on vous entend pas bien. Pouvez-vous répéter ce qu'est un AAP flash, s'il vous plaît? Donc un AAP flash, c'est quoi? C'est un AP qui obéit à plusieurs critères. Donc critères premièrement qui est de ponctualité, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un AP qui sort uniquement une fois par an sur une thématique dédiée, qui est doté d'une ouverture, qui est borne dans le temps, doté d'une ouverture et d'une clôture, à la différence des AP standards qui, eux, sont ouverts tout au long de l'année sur une longue période. Répondant à une problématique ou à une thématique spécifique en lien avec une politique publique que l'État souhaite mettre en avant ou fixer comme priorité.
et qui peuvent faire l'objet d'une phase de conception comportant une pré-consultation avec la filière et les membres des différents ministères tutelle du PIA de l'ADEME. Ces AP Flash ont la particularité également de comporter des modalités de financement plus avantageuses pour les entreprises par rapport aux AP classiques que Noro vous a présenté précédemment. Donc, à titre d'exemple, vous avez les thématiques qui sont affichées sur la droite, qui sont ouvertes actuellement ou pressenties durant l'année prochaine et les années suivantes. Donc actuellement, la thématique qui est ouverte, c'est la thématique éco-générateur, qui est en lien justement avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et donc cette thématique particulière. Attention Clément, on vous entend pas. Oui. La thématique actuelle qui est ouverte, quelle est-elle, s'il vous plaît? Donc la thématique actuelle qui est ouverte, c'est la thématique éco-générateur, qui a été ouverte en lien entre les services du Premier ministre et le comité d'organisation des Jeux paralympiques et olympiques de Paris 2024. Et donc cette thématique-là a pour but de financer des solutions de fourniture d'énergie hors réseau, non émettrices ou très faiblement émettrices de gaz à effet de serre, innovants et dont les besoins peuvent être modulables par rapport à l'utilisation de secours ou d'utilisation de la fourniture d'électricité de façon permanente. Donc, ces projets visaient principalement à financer des projets de gestion de demande, de mutualisation à différentes échelles de solutions, de mise en place de gestion répartie et intelligente, ou d'autres solutions innovantes permettant de s'inscrire dans le cadre de cette AAP. Donc, les critères et modalités de financement principaux sont des projets monopartenaires ou collaboratifs, limités à 5 partenaires, une taille de projet moindre par rapport aux AAP classiques, puisqu'on est limité on a une limite basse de financement de 1 million, c'est un projet de 1 million. Ces projets doivent s'inscrire dans un calendrier retenu qui est le suivant, c'est-à-dire être opérationnel en 2023 dans des conditions réelles, pouvoir être exploité dans le cadre des Jeux Olympiques. Un mode de financement donc, qui obéit en fait aux mêmes modalités que celles des AAP classiques, avec une part cependant plus importante de subvention dans ces AAP. Et enfin, des modalités de remboursement qui sont un peu similaires, à ceci près que le taux de remboursement pour le deuxième seuil, l'atteinte de la réalisation commerciale, est significativement plus faible que celui des AAP. Donc, vous avez ci-dessous donc les modalités donc par nature d'entreprise, par type d'aide choisie, ou 100% avance remboursable, ou mix subvention avance remboursable, par type de projet, collaboratif ou non collaboratif, et aussi si vous souhaitez utiliser un régime d'aide spéciale qui s'appelle le régime LDE, qui est le régime de protection d'environnement, LDE pour ligne directrice environnement. Vous avez aussi des taux importants. Et je vous invite, si vous avez des questions sur ce régime particulier, à nous les poser ou via la boîte mail de l'AAP ou en fin de cette session. Donc, ci-dessous, vous avez donc du coup le calendrier des différents AAP ouverts actuellement, donc avec en bleu les trois AAP démonstrateurs plus l'AAP Flash. Donc, AAP Flash qui se clôturera le 11 novembre qui vient, et les AAP classiques qui vont se clôturer fin janvier et qui seront réouverts pour toute l'année 2020. Donc l'action de transport également qui est ouverte en continu jusqu'à fin décembre, et la 4e vague du concours d'innovation qui est actuellement ouverte et qui se clôturera donc, comme je l'ai dit, le 8 octobre prochain. Et donc, suite à cela, nous allons vous présenter l'outil d'investissement ADEME Investissement. Voilà, donc on vous a présenté l'action démonstrateur, qui est donc pour objectif de proposer des financements à tous les projets qui ont un impact positif sur l'environnement et qui sont dans une phase d'un dernier démonstrateur avant la commercialisation. Pour les projets plus amont, il y a d'autres sources de financement à l'ADEME, ce sont les projets de R&D, on ne va pas trop en parler. Et pour les phases suivantes, on a effectivement ADEME Investissement. Attention Noro à bien rester à la même place quand vous parlez. Ok, pardon.
Donc, l'ADEME a également une solution qui permet de proposer des financements en capitaux propres. Donc, l'État monte aux capitaux propres de la société. Auparavant, c'était une activité qui était opérée par l'ADEME en interne. Et très récemment, fin 2018, il y a eu la création d'une structure dédiée qui s'appelle ADEME Investissement. Vous avez les contacts en bas de la page, c'est Karine Merer et Alexandre Wagner. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, premièrement parce que c'est pas dans mon périmètre. Deuxièmement, parce que du coup, j'aurais pas toutes les informations, mais donc il s'agit de participer sur des projets, des sociétés de projets ou de grappes de projets ou dans des fonds pour des projets innovants d'infrastructure du type première commerciale. Voilà, donc c'est des tickets de minimum 3 à 5 millions d'euros, puisque les frais de gestion sont assez conséquents. Donc, on a un ticket d'entrée un peu plus élevé et à titre indicatif, un maximum de 40 millions d'euros. Et également, ce sont des projets qui peuvent être en France ou à l'export. Donc, encore une fois, pour ces solutions de financement en capitaux propres, je vous recommande de contacter les personnes qui sont en charge, donc ADEME Investissement. Ensuite, on a quelques slides de contact. Donc, on vous a parlé très rapidement du concours d'innovation, qui est un outil donc de financement de l'ADEME qu'on opère ici dans notre équipe et qui est destiné aux PME, qui a des conditions plus favorables pour les PME. Vous avez les contacts. Ce concours est donc opéré par 3 opérateurs, l'ADEME, BPI France et France Agrimaire. Donc, nous, on intervient sur les thématiques liées à l'environnement. Ensuite, il y a trois adresses mail liées aux 3 appels à projets dont on vous a parlé aujourd'hui sur l'action démonstrateur. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez déposer un projet. Et c'est même obligatoire en fait de venir vers nous avant de déposer, puisque ça permet à tout le monde de gagner du temps et l'éligibilité du projet. N'hésitez pas. Sachant que derrière ces 3 adresses mail, on a donc une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, on saura vous rediriger si nécessaire vers tel ou tel appel à projet. Une adresse également liée à l'API Flash. Merci pour votre attention. Donc maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, on fera notre possible pour y répondre. Merci Nourou. Alors simplement, chers participants, si vous avez donc des questions qui sont relatives aux thématiques des AAP, donc je transmettrai vos questions directement donc aux intervenants. Voilà, donc je vais commencer par les premières interrogations. Est-ce que les dispositifs de financement sont également accessibles si un projet obtient en parallèle une subvention régionale de type appel à projet? Oui, alors, si vous m'entendez bien, oui, donc il est possible de cumuler les aides PIA avec d'autres aides de type régional ou même d'autres aides européennes dans la limite des plafonds d'aide définis dans le régime d'exemption par catégorie de la Commission européenne qui encadre en fait toutes les interventions en aide d'État. Voilà, et pour compléter, chez BPI France et même à l'ADEME, il y a plusieurs dispositifs de financement qui sont à destination de projets à différentes phases de maturité. Donc, si vous avez déjà bénéficié on n'a pas entendu ce que vous avez dit. Ok. Je disais qu'on a plusieurs dispositifs de financement qui sont dédiés à des projets à différentes phases de maturité. Donc, si vous avez déjà obtenu des financements pour des projets qui étaient plus en amont et que ensuite vous souhaitez bénéficier donc d'une aide sur la suite du projet, donc on est sur un périmètre différent. Là, il n'y a absolument aucun problème. On est là pour ça. Merci. Une entité peut-elle être partenaire dans un lot et seulement sous-traitant dans un autre lot? Alors,
dans l'absolu, oui, clairement. Après, vous imaginez qu'il va paraître assez étrange d'avoir dans un même projet une entreprise qui est en même temps partenaire et donc qui bénéficie d'une note dédiée, qui a un rôle dédié dans le projet et qui est en même temps sous-traitant pour d'autres types de tâches. Donc, dans l'absolu, oui, mais il va falloir l'argumenter et assez bien pour qu'on puisse comprendre exactement comment se positionne ce partenaire en termes de, on va dire, d'apport de compétences au projet, en termes de participation au projet et en termes de financement. Pourquoi ce montage? Merci. Est-ce que vous pourriez revenir sur la définition de collaboratif et non collaboratif? Donc, une entreprise collaborative ou non collaboratif, enfin, pardon, un projet collaboratif ou non collaboratif obéit à des définitions qui sont particulières et qui sont définies dans le régime d'exemption par catégorie, qui est le texte en fait fondateur rédigé par la Commission européenne sur l'encadrement des aides d'État, qui est le type d'outil qu'on utilise. Et donc du coup, il y a deux critères pour pour être considéré comme une entreprise collaborative. Donc d'une part, il faut que l'intégralité du projet, que sur l'intégralité du budget du projet, 10% des coûts du projet soient portés par des laboratoires. Donc 10% des coûts admissibles du projet soient portés par des laboratoires, ou alors que 70% des coûts admissibles du projet ne sont pas supportés seulement par une seule entreprise. Et que parmi ces entreprises figure au moins une PME. Donc je répète, donc le premier comporte les coûts admissibles, donc 10% sont supportés au moins par des laboratoires. Et le deuxième critère non cumulatif, c'est l'un ou l'autre, c'est le fait d'avoir des PME et qu'aucune entreprise ne supporte 70% des coûts éligibles. Voilà, n'hésitez pas. C'est décrit. Noro, on n'a pas entendu ce que vous avez dit. Ok. Non, je disais que si vous voulez plus d'informations, on vous invite à consulter les appels à projets. C'est en note de bas de page. Merci. Les équipements peuvent-ils être pris en compte dans les financements de cet appel à projet? Alors oui, on finance également les équipements sous la forme des amortissements, c'est-à-dire que donc dans les dépenses éligibles, on prend en compte les amortissements liés à l'équipement au prorata de la durée du projet et au prorata de leur utilisation dans le projet. C'est-à-dire que si vous avez une machine qui est dédiée à 50% sur votre projet de R&D dont vous nous présentez un projet et à 50% sur une autre activité de votre entreprise, eh bien, on va prendre en compte 50% de l'amortissement, sachant que c'est l'amortissement tel qu'il est dans votre comptabilité. Voilà. Merci. Oui. Juste peut-être un petit complément. En fait, concernant les amortissements, il y a deux grandes manières de faire. Il y a d'une part donc le régime qui est dit régime RDI pour recherche et développement industriel, qui obéit en fait à ce que vient de dire Nourou, c'est-à-dire qu'on prend l'amortissement uniquement sur la durée du projet définie par les normes comptables et donc du coup vous ne pouvez pas vous faire financer l'intégralité de vos amortissements. Il existe aussi un autre justement l'autre régime dont je vous parlais précédemment, qui est le régime LDE, ligne directrice environnementale, qui elle permet de prendre des amortissements plus conséquents sur toute la durée de vie, non pas du projet, mais de l'infrastructure. Typiquement, pour le financement, par exemple, ou d'usines ou de fermes éoliennes, mais par exemple, qui ont des durées d'amortissement sur 20 ans, ils ont besoin pour le coup d'avoir de la prise en compte d'amortissement de façon plus importante dans les coûts du projet. Vous pouvez vous référer à ces lignes qui obéissent du coup à des règles particulières. Et pareil, étant donné que c'est un régime un peu particulier, je vous invite à nous poser vos questions directement par mail sur les boîtes dédiées. Merci. Merci. Que voulez-vous dire par 100 ou 400 points de base au niveau des modalités de remboursement? Oui. Alors, par exemple, voilà, par exemple, ici, donc sur l'action démonstrateur,
C'est donc les avances remboursables sont remboursées et on les actualise avec un taux d'intérêt qui est le taux de la Commission européenne auquel on vient ajouter 100 points de base. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, je ne connais pas aujourd'hui même le taux de la Commission européenne, mais il doit être aux alentours de moins 0,18. Donc on vient ajouter 100 points de base. Donc ça passe à 0,82. Voilà. Et c'est 0,82 pour les 50%. Et ensuite, si on ajoute 400 points de base, ça va arriver à 3,82. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on actualise les remboursements avec ce taux-ci. Merci. Lorsque l'on parle de capitaux propres, est-ce la somme des capitaux du consortium qui est prise en compte? Alors non, on fait cette analyse sur chaque partenaire, c'est-à-dire que chaque bénéficiaire d'aide, en fait. On va signer des contrats de financement qu'on appelle les conventions avec chaque partenaire qui bénéficiera des aides. Et donc, on vérifiera pour chaque partenaire indépendamment s'il a la capacité nécessaire pour financer le projet. Et ensuite, on regardera d'un point de vue plus global sur le projet si les différents partenaires ont la capacité opérationnelle pour réaliser le projet. Merci. Est-il possible d'inclure des partenaires internationaux dans les projets? Alors, vous pouvez avoir des partenaires internationaux, mais en fait, ils ne seront pas considérés pour nous comme partenaires, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas leur faire bénéficier d'aide. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, repréciser le critère de sélection des projets sur l'aspect conduite du consortium et les aspects financiers? Alors, la capacité du consortium à mener le projet, c'est-à-dire que on analyse les activités de chaque partenaire et on regarde si ils ont la capacité, s'ils permettent d'avoir toutes les compétences nécessaires. Euh, donc pour les étapes de R&D, on vient d'en parler, donc il nous faut un plan de financement qui tienne la route. S'il y a des levées de fonds très très prochainement pour pouvoir valider la capacité de la condition de capacité financière, pardon, donc la condition sur les capitaux propres. Si vous êtes en cours de levée de fonds et que vous aurez donc les capitaux propres quelques temps après, on demandera des lettres d'intention. Voilà, donc c'est la capacité financière à la fois au moment de chaque versement, avec la condition sur les capitaux propres, et la capacité financière au niveau global, s'il y a des investissements importants à réaliser pendant le projet. Voilà, il faudra nous donner des éléments qui permettent de nous convaincre que vous aurez les moyens de réaliser le projet. Merci. Est-ce que les DOM-TOM sont inclus en tant que partenaires et prestataires? Oui. Oui, enfin, de façon générale, toute entreprise qui est en monopole. On n'a pas entendu votre intervention, Clément. Pardon. De façon générale. Clément, on ne vous entend toujours pas. Ah, alors je comprends pas. De façon, vous m'entendez là? Allô? Vous m'entendez? Ah, c'est très bien. Ah, ok. Donc de façon générale, toutes les entreprises qui sont sur le territoire national et dans les DOM-TOM sont éligibles aux différents AAP. Donc oui. Merci. Quelle est la composition du comité de sélection des projets DTIGA? Vous évoquez les ministères, c'est-à-dire n'y a-t-il pas que le ministère en charge de l'écologie?
Non, le fait que le comité décision de financement est composé de ministère de Clément, l'Environnement. approchez votre micro, Bah, s'il vous plaît. donc le ministère de donc le comité de pilotage qui décide du financement ou non du projet est composé de 4 ministères. Donc le ministère de l'Environnement, le ministère de la Recherche, les services du Premier ministre et le ministère des Finances et Bercy, en gros. Et donc et après viennent justement dans ces comités de décision tout ministère qui peut avoir un intérêt à suivre un projet. Donc typiquement pour un projet agricole, vous allez avoir le ministère de l'Agriculture, un représentant du ministère de l'Agriculture qui peut venir à ces comités et apporter sa voix. Voilà, donc de manière opérationnelle, l'ADEME, on analyse les projets, on fait part de notre analyse au comité de pilotage qui est donc constitué de ces ministères, ainsi que du secrétariat général pour l'investissement qui est un service du Premier ministre. Le COPIL statue sur le financement et ensuite la décision est... Noro, on vous entend pas bien. Donc, le COPIL, je disais, l'ADEME présente les projets au comité de pilotage, le COPIL. Ce COPIL statue sur le financement du projet et les modalités de financement. Et ensuite, la décision de financement finale est prise par le Premier ministre et signée par le Premier ministre. Donc, sur proposition du comité de pilotage et du secrétariat général pour l'investissement. Merci. Comment est répartie l'API entre les différents partenaires? Alors sur les sujets de pays, là on laisse vraiment libre cours à l'organisation interne du consortium. Enfin vraiment vous avez toute latitude pour gérer vous-même votre pays. Les seuls 2-3 petits points sur lesquels on va être particulièrement attentif, c'est d'une part que la répartition de l'API ne nuit pas aux intérêts de l'État quand il investit dans un projet, ce qui est normal. Et d'autre part, on va vous demander souvent pour la première étape clé, de fournir éventuellement l'accord de consortium pour vérifier en fait que votre pays, que les droits de votre pays sont à peu près respectés ne portent pas atteinte, on va dire, à l'intérêt de l'État. Mais après, en termes de répartition de pays en interne consortium, vous êtes vraiment libre de faire organiser comme vous voulez. Merci. Le fait de mener un projet avec 7 partenaires nous autorise-t-il à candidater à un AAP? Alors, donc, les consortiums, enfin dans le texte dans le cahier des charges de l'AAP, les consortiums doivent être maximum composés de 5 partenaires. Donc, pour des histoires d'efficacité de l'investissement et de la gestion des données publiques. Donc, nous vous invitons en fait dans ces cas-là à faire en sorte que que 2 des partenaires soient représentés par une entreprise, enfin, par un autre partenaire, qui peut être une entreprise ou aussi des laboratoires. On peut avoir des cas de figure, par exemple, on se retrouve avec 4 laboratoires dans un projet, et donc du coup, au lieu de présenter les 4 laboratoires qui souvent ont des financements petits, on attend à ce qu'un laboratoire représente les financements des 3 autres et qu'on ait un seul interlocuteur dans le projet. Donc ce qui revient ou à mettre les financements des autres entités en sous-traitance, ou alors les faire chapeauter par un autre. Mais pour par contre, ces montages particuliers, je vous invite vraiment à les évoquer en amont lors des réunions de pré-dépôt, directement avec les chefs de projet qui vont vous accueillir, parce que ça peut comporter des petites particularités juridiques à traiter, on va dire vraiment en amont. Merci. Est-ce que vous pourriez expliquer le mécanisme LDE? Oui, donc le mécanisme LDE, comme je l'avais signalé, donc c'est un mécanisme particulier qui est mis à disposition, qui permet de financer justement certains types de projets dont la part d'amortissement, la part de CAPEX est plus importante que sur un projet, on va dire, classique. Et donc du coup, il permet de prendre la différence. On va prendre le projet, on va regarder l'évolution de ses coûts tout au long sur 20 ans.
on va la comparer avec un scénario de référence qui est défini dans les textes Commission européenne, et on va prendre la part éligible de ces coûts comme l'écart entre les coûts de votre solution et les coûts de cette solution de référence, sur lequel on va appliquer les taux du régime L2 qui ont été présentés précédemment et qui va donner une l'aide octroyée pour le projet. Donc ça permet d'inclure, donc ce mécanisme-là peut inclure donc des dépenses qui sont en LDE et des dépenses de CAPEX, d'OPEX et aussi des dépenses de recherche. Donc vous pouvez avoir un mix entre le régime RDI et le régime LDE, et permet d'avoir une assiette qui est plus large et qui peut être plus intéressant, en particulier, comme je l'avais précisé, pour les projets typiquement typiquement de fermes éoliennes ou pas d'entreprise mais d'usines. Voilà. Voilà, globalement, juste pour dire un mot de ce que j'ai retenu du dispositif LDE, en fait, par rapport au régime RDI, donc LDE, on compare la solution que vous présentez par rapport à une solution de référence qui a un impact environnemental moins bénéfique. Voilà, donc on compare on compare les coûts des deux projets, et la différence, on vient financer cette partie-là. Merci. Est-ce que les dépenses de locaux nécessaires aux tests industriels sont prises en compte? Alors, pour tout ce qui est dépenses de local, bâtiments dans lesquels peuvent être logés les différentes infrastructures, non, c'est pas éligible ce sont pas des coûts qui sont éligibles dans notre mode d'intervention. Comment dire, l'analyse des coûts qui se fait quand vous allez déposer un projet se fait vraiment vis-à-vis du caractère innovant de la solution. Est-ce qu'un coût présenté apporte quelque chose dans le caractère innovant de la solution? Et ce qui permet aussi de lever un verrou dans le projet, et en gros, est-ce qu'il s'écarte en fait d'un investissement classique qu'on aurait pu faire sur une solution. Donc on voit bien que des locaux, c'est pas des choses qui apportent une innovation particulière à un projet, par exemple. Voilà, je me permets de faire une petite parenthèse sur cette notion d'innovation parce que c'est quand même très important. C'est-à-dire qu'il faut bien différencier un produit innovant d'un projet et de travaux innovants. Et donc, en fait, on peut avoir des produits innovants, mais si tous les développements ont déjà été faits et que vous avez besoin maintenant de monter en capacité de production, par exemple, de réaliser une nouvelle ligne de fabrication, eh bien, nous, on ne pourra pas intervenir là-dessus. L'ADEME, c'est vraiment sur les projets qui font de la recherche. Voilà. Merci. Dans les 3 appels à projets démonstrateurs, est-il obligatoire d'arriver à un démonstrateur fonctionnel? Alors, il peut y avoir. Alors, l'idéal, ce serait effectivement d'avoir un démonstrateur qui arrive en fin de projet à un TRL 9. C'est ce qu'on essaye de financer. Après, on peut financer aussi des projets qui s'arrêtent un peu avant le TRL 9 et qui auraient par exemple besoin d'un autre projet. Typiquement, je pense à des projets de scale-up, d'augmentation de capacité. On peut avoir des projets qui sont financés une première fois par un premier financement sur une augmentation x10 d'un système de production, et qui aurait besoin d'un deuxième démonstrateur pour vérifier le x10 ou le x100 supplémentaire. Après, encore une fois, tout ça, c'est vraiment au cas par cas. Ça nous justifie aussi, on doit comprendre pourquoi ce découpage et pourquoi ne pas avoir pris l'intégralité. Enfin, voilà, c'est un peu au cas par cas selon les projets, mais oui, c'est envisageable. Merci. Pouvez-vous donner un ratio entre l'avance remboursable et la subvention éligible? Alors, oui. Donc, comme on le disait, alors je vais aller sur les conditions de l'appel à projet de l'action démonstrateur. Donc, dans le tableau en bas, vous voyez nature de l'aide. Donc, pour les grandes entreprises, vous avez 3 possibilités de financement, soit 100% d'avance remboursable, et à ce moment-là, si le projet est collaboratif, par exemple, 100% d'avance remboursable,
on interviendra sur 50% du budget du projet. Donc, le montant de l'aide totale sera de 50% du budget du projet éligible. Et ce sera composé uniquement d'avances remboursables. Et sinon, pour les grandes entreprises, c'est 80% d'avances remboursables et 20% de subventions. Il y a également une possibilité à 100% de subventions pour les grandes entreprises, mais à ce moment-là, on a un taux de financement de 10%. Pour les PME et les ETI, on a mis un coup de projecteur sur les petites entreprises et les conditions sont donc plus intéressantes, étant donné que c'est 1/3 de subvention et 2/3 d'avance remboursable ou 100% d'avance remboursable. Merci. Peut-être Noro, Clément, si vous pouviez vous positionner sur la slide avec les différents contacts. Certaines personnes souhaiteraient pouvoir prendre en note les emails de contact. Autre question, est-ce que l'ADEME est compétente pour tout ce qui est mobilité urbaine aérienne? Tout ce qui est aérien n'est pas opéré à l'ADEME, mais je veux pas m'avancer et dire de bêtises. Je crois que c'est plutôt côté BPI à vérifier auprès de cet opérateur. Mais en tout cas, chez nous, c'est sûr, ça y est. Merci. Sous quel délai les décisions d'attribution d'aide sont-elles signifiées? Alors, nous, on a un objectif ici qui est de 3 mois entre le dépôt du dossier et la décision de financement. Donc, 3 mois. Encore une fois, avant le dépôt du dossier, il faut que vous veniez vers nous pour qu'on s'assure que le projet est éligible, pour que vous ne perdiez pas de temps et de manière à vous permettre de déposer le meilleur dossier possible. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'avais coupé mon micro pour que le son soit meilleur. Dans un projet collaboratif impliquant grande entreprise et PME, par exemple, la répartition entre AR et sub est-elle la même pour tous les partenaires ou non? Non, non, en fait, quand vous allez remplir donc l'annexe 4, qui est l'annexe de déclaration des coûts, donc vous allez remplir par partenaire. Donc vous allez remplir votre partenaire, vous allez donner votre catégorie d'entreprise et un taux va s'afficher en fonction de votre statut d'entreprise et en fonction du type d'aide, c'est-à-dire 100% AR ou mix avance remboursable subvention que vous avez choisi. Et donc vous aurez un taux personnalisé par type d'entreprise. Donc si vous avez une grande entreprise et une petite entreprise, par exemple, donc vous allez rentrer tout ça. La grande entreprise a 100% d'avance remboursable et la petite entreprise a choisi une aide mix avance remboursable et subvention. Donc la grande entreprise aura le taux correspondant à son statut de grande entreprise avec une aide de 100% d'avance remboursable qui a été. Et là, je vous renvoie aux tableaux qui ont été présentés plus haut. Pareil pour la petite entreprise, pardon. Merci. Qui choisit la nature de l'aide? Est-ce l'ADEME ou l'entreprise? La nature de l'aide est au choix de l'entreprise. Mais après l'ADEME. Clément, on n'a pas entendu ce que vous avez dit après mai. Alors, donc, je disais que l'entreprise fait un premier choix du taux d'aide auquel elle souhaite être financée, mais que l'ADEME et les services de l'État ont aussi leur mot à dire en cas pour ce taux d'aide, qui en général va dans le sens du taux d'aide qui est affiché dans les cahiers des charges. Très bien. Le projet doit-il démarrer à partir d'une date précise? Alors oui, à partir d'une date précise, sachant que cette date peut être ultérieure au dépôt du dossier. Ça peut être 6 mois, 7 mois après, 8 mois après. Alors peut-être en complément, ce qui peut intéresser à mon avis
j'ajouterais, c'est que les coûts éligibles de votre projet sont les coûts éligibles à partir de la date du dépôt sur la plateforme de votre projet. Après, donc à partir de ce moment-là, tous les coûts que vous présentez sont éligibles. Après, libre à vous de commencer donc la date de votre projet au moment qui vous semble opportun, dans la mesure quand même où si vous démarrez de façon trop tardive, ça peut interroger donc d'une part l'ADEME et aussi les membres du comité de pilotage de savoir pourquoi est-ce qu'il faut attendre ce temps-là avant de financer et quel va être aussi l'impact de ce temps-là sur le time to market de l'arrivée sur le marché de votre solution. Donc encore une fois, beaucoup de choses sont possibles à justifier, à argumenter, et de sorte à ce qu'on puisse bien comprendre comment votre projet est articulé et monté. Merci. À quelle fréquence se réunit le comité de pilotage de cet appel à projet? En général, c'est 1 fois par mois. Merci. Par expérience, quels sont les montants attribués par catégorie, donc ETI, grand groupe, PME, TPE, etc. Alors ça, ce sont les chiffres du PIA 1 et 2, donc jusqu'en 2017. Là, aujourd'hui, c'est le PIA 3, mais on reste à peu près dans ces ordres d'idées-là. Donc là, on voit sur ces chiffres 7,2 millions d'euros de financement moyen par projet hors IPME et IRVE. Donc ça, c'est par projet. Ensuite, effectivement, on a un petit camembert en bas à gauche où on voit que qu'il y a beaucoup plus de montants pour les grandes entreprises, ce qui est logique puisque ce sont des ressources beaucoup plus importantes. Sinon, on a donc 200 millions d'euros de financement moyen par projet IPME. Voilà. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'aide in fine attribuée à quelle que soit l'entreprise va dépendre de plusieurs critères en fait. Donc d'une part, il va y avoir le critère d'assiette éligible de votre projet. Sur quelle assiette l'ADEME va considérer qu'elle va intervenir. Sur cette assiette-là, va être appliqué un taux qui obéit effectivement aux critères de classification de votre entreprise et du type de financement que vous désirez, R ou financement mix. Et la combinaison de ces deux fait que vous allez avoir une aide in fine répartie en une partie donc ou 100% d'avance remboursable ou alors une partie subvention et une partie avance remboursable et que vous conservez cette même répartition tout au long de votre projet. Donc peut-être pour prendre un exemple un peu pratique, par exemple si maintenant une entreprise a un budget de 100, que l'ADEME considère que seulement 80% de ce budget est éligible, que cette entreprise choisit un financement mix, par exemple, donc 80-20 en ARSU, et qu'on est dans un projet collaboratif, votre aide, ça va être donc le 80 d'assiette éligible, fois 40% du taux d'aide qui est le taux en collaboratif. Et donc, de cette valeur-là, vous aurez dans cette valeur-là 20% de subvention et 80% d'avance remboursable. Donc voilà à peu près le fonctionnement de l'aide. Merci. Alors, je vais vous poser deux questions. Donc la première, un seul partenaire est-il possible? La deuxième question, sur l'ensemble de la durée du projet, demandez-vous des rapports d'avancement dans les différentes étapes qui vont être... Alors, concernant la première question, oui, l'action démonstrateur, donc les 3 appels à projets dont on parle aujourd'hui, sont ouverts à des projets monopartenaires, sachant que la condition, c'est que ce seul partenaire doit être une entreprise, donc petite, moyenne ou grande entreprise. Pour la deuxième question, oui, alors la procédure de suivi des projets, donc ici à l'ADEME, sur le programme Investissement d'avenir, on a une équipe qui est dédiée au pilotage des appels à projets et à l'analyse des dossiers et à la présentation de ces dossiers au comité de pilotage. Et ensuite, on a une deuxième équipe qui est chargée du suivi des projets et des retours financiers, c'est-à-dire des remboursements de l'ADEME. Donc,
lors du suivi des projets, une fois que la décision de financement a été signée par le Premier ministre, on lance la contractualisation et ensuite ce qu'on disait, c'est que on a donc ce qu'on appelle des étapes clés. Donc des étapes clés, c'est des réunions qui sont une fois par an. Lors de ces étapes clés, on demande effectivement un rapport d'avancement qui est commun à tous les partenaires, un rapport d'avancement des travaux réalisés pendant l'année, ainsi qu'un tableau Excel qui récapitule toutes les dépenses des partenaires. Donc ça, ce sont des éléments qui sont propres à chaque partenaire, dans lesquels vous mettez toutes les dépenses de l'année. Et ensuite, l'aide est calculée en fonction de ses dépenses. Donc, on rembourse l'entreprise en fonction de ses dépenses et on ajoute l'avance de trésorerie de 15% à chaque fois. Donc, effectivement, on demande des rapports d'avancement techniques, s'il y a des évolutions sur la proposition de valeur et sur le business model. Et combien de rapports pouvez-vous être amené à demander? Alors, on demande obligatoirement un rapport d'avancement qui fait la synthèse des travaux. Ensuite, ce sera en fonction du projet. On demande parfois des livrables techniques, sachant que ces livrables techniques, c'est les entreprises, c'est vous qui les proposez en fait dans le dossier de candidature. On demande les livrables que vous allez produire pendant votre projet. Et donc, on peut vous demander des rapports de conception, des rapports de test, des choses comme ça. Mais a priori, ce sont des documents que vous avez déjà produits pendant le projet. Sinon, c'est une fois par an, on a une réunion où on demande un dossier qui est composé d'un rapport d'avancement, de livrables, le cas échéant, et d'un fichier Excel de dépenses. En complément, enfin, l'ADEME peut être aussi amené à demander certains livrables complémentaires, typiquement, parce que là, on a beaucoup parlé d'aspects techniques, des livrables d'ordre technique, mais ce qui va nous intéresser également, c'est comment dire, dans quelle mesure, sur quel marché vous allez vendre vos solutions, quel est le comportement de ce marché, quels sont vos clients, et aussi quel est votre plan de financement tout au long de votre projet. Donc, on peut être amené à vous demander aussi des éléments complémentaires pour assurer que le projet sera mené à bien, que les différentes entreprises qui participent au consortium auront les reins suffisamment solides pour mener à bien ce projet et qu'elles nous fournissent suffisamment d'informations sur les marchés, puisque dans une optique de remboursement des avances remboursables, c'est à vous également de pouvoir prouver que vous allez pouvoir trouver de vos marchés pour vendre vos solutions. Donc voilà. Y a-t-il une durée minimale et une durée maximale pour un projet? Alors, il n'y a pas de durée ni minimale ni maximale. Après, encore une fois, tant que c'est argumenté et tant que vous nous expliquez dans des cas notamment, je pense, de durée un peu longue, pourquoi est-ce que un projet va prendre par exemple 6 ou 7 ans, on est capable de l'entendre, mais encore une fois, il faut l'argumenter. Mais après, en moyenne, les projets ont une durée entre 3 et 5 ans. Les 3/4 des projets sont dans cette durée-là. On a quelques projets un peu plus longs, mais ça reste assez rare. Le seul critère, c'est vraiment le critère minimal de 2 millions d'euros minimum. Ensuite, il n'y a pas de maximum. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des projets relativement longs. Merci. Dans la mesure où le montage du dossier du projet est assuré par un cabinet d'innovation, le coût de cette prestation peut-elle être incluse dans le budget du projet? Lorsqu'on est dans le montage du projet, on est en phase avant le pré-dépôt. Donc, par définition, si seuls les coûts après le dépôt du projet sont éligibles, les coûts avant le dépôt du projet ne sont pas éligibles. Merci. Comment sont gérées les modifications de dépenses inévitables qui peuvent apparaître dans un projet de recherche et développement? Oui, alors pendant l'instruction dans le dossier de demande, on demande un prévisionnel de dépenses. Inévitablement, il y a des modifications dans les projets de recherche.
Donc, on a une certaine flexibilité là-dessus. Dans une certaine limite de 10%, 15% de modifications, on ne demande pas forcément de faire d'avenant. En revanche, s'il y a des modifications plus importantes, on va demander donc une mise à jour du prévisionnel de dépenses et il est possible qu'on fasse un avenant pour modifier le contrat. Alors peut-être pour bien préciser les choses, en gros, quand vous faites votre dépôt de dossier, donc vous allez définir un certain nombre de coûts sur lesquels vont être calculés. Cette aide passe en comité de pilotage et est calculée par l'ensemble des ministères. Attention Clément, on vous entend pas bien. Je vais vous demander de répéter s'il vous plaît. C'est donc depuis le début. Oui. Donc je reprends. Donc quand vous allez déclarer des coûts, ces coûts, l'aide va être calculée sur les coûts qui vont être déclarés. Cette aide va être arbitrée en comité de pilotage, donc il va y avoir une décision de financement, et la décision de financement va donner l'octroi de l'aide maximum pour ce projet. C'est-à-dire que on pourra pas dépasser cette aide qui a été décidée en comité de pilotage. Alors il peut y avoir effectivement des transferts après entre tâches ou entre types de coûts durant le suivi du projet. Par contre, on ne peut pas dépasser par partenaire cette aide globale pour le projet. Voilà, donc il y a une aide, un montant d'aide qui a été fixé au début, on ne pourra pas le dépasser. Et ensuite, pour les modifications sur les dépenses, dans une certaine limite, si c'est justifié, bien sûr, on peut les accepter comme ça. Ensuite, si c'est plus important, il faudra qu'on refasse valider les modifications du projet par le comité de pilotage. Merci. Dans le cadre d'un projet collaboratif, est-ce que l'aide est versée à chaque partenaire ou bien est-ce le coordinateur de reverser l'aide aux partenaires? Alors, dans le cadre d'un projet collaboratif, il y a deux cas de figure. D'une part, donc, quand on va contractualiser avec vous, on va contractualiser avec chaque entité qui a présenté des coûts dans le projet. Donc, il va y avoir un contrat spécifique pour chaque partenaire. Donc, effectivement, l'aide sera versée à chacun des partenaires pour lequel on a un contrat. Il y a un autre cas qui est un peu plus particulier, c'est dans le cas où un partenaire peut représenter d'autres partenaires. Et là, effectivement, du coup, l'aide va être versée à ce partenaire-là et charge à lui de redispatcher l'aide aux autres partenaires dont il a la charge. Merci. Avez-vous des indications sur les taux de succès pour les PME? Nombre de dossiers déposés, nombre de dossiers aidés? Alors, a priori, on n'a pas de chiffres actuels, puisque, enfin, vraiment pour la partie démonstrateur, on a plutôt pour les concours d'innovation, mais pour la partie démonstrateur, on n'a pas forcément de chiffres à disposition. Encore une fois, peut-être pour vous dire dans quelle philosophie on se place quand on instruit les projets, nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des projets qui sont de qualité, innovants, qui répondent à tous les cahiers des charges de texte ZAP. Et on n'a pas il n'y a pas de limite en termes de financement, il n'y a pas de limite en termes de nombre de types d'entreprises qui peuvent participer. C'est ouvert vraiment aux grandes entreprises, aux moyennes entreprises, aux ETI, aux PME. On va dire tout le monde est bienvenu et si vous avez vraiment un projet, n'hésitez pas ne vous contraignez pas, n'hésitez pas à le déposer aux différents AAP, du concours innovation, des démonstrateurs, des APA flash, de la DEIP. Oui, et juste si je peux compléter, donc il me semble que la question s'adressait particulièrement pour les PME. Donc bon, effectivement, comme Clément l'a dit, on n'a pas de chiffres sur l'action démonstrateur, c'est compliqué puisque et en plus il y a toute une phase de pré-dépôt où on vous rencontre et on peut être amené à vous conseiller sur le projet à déposer. Donc on n'a pas de chiffres sur cette partie-là. En revanche, les chiffres sur le concours d'innovation, même si c'est pas le thème de ce webinar, c'est environ un tiers de projets qui sont déposés, qui sont finalement retenus. Voilà. Merci.
Est-ce qu'un partenaire comme un pôle de compétitivité, par exemple, peut être dans la liste des partenaires qui déposent le projet? Alors, un pôle de compétitivité, je ne pense pas, sauf s'il y a des travaux de recherche propres dans le pôle de compétitivité, mais je pense pas. Là, pour une question aussi spécifique, je vous inviterai plutôt à nous contacter par mail pour qu'on discute du projet et pour qu'on ait plus d'informations, parce que là, c'est difficile de répondre comme ça. Très bien, merci. Est-ce que les projets de mobilité urbaine aéroterrestre, donc qui bénéficient des infrastructures au sol, peuvent être éligibles à cet appel à projet ou aux appels à projets de l'ADEME en général? Donc, comme il a été signalé précédemment, sur toutes les questions thématiques, je vous invite vraiment à nous poser vos questions via la boîte mail des différents AAP, parce que et éventuellement à y joindre un descriptif un peu plus précis, histoire qu'on puisse vous faire une réponse la plus proche de la réalité possible. Merci. Merci Clément. Alors, une dernière question donc, sur l'API. Donc, une participante signale qu'elle aurait lu dans les conditions, enfin dans le règlement de l'ADEME, que l'ADEME pouvait devenir propriétaire d'une partie de l'API. Donc, en gros, qui devient propriétaire de l'API qui est générée à la suite du projet déposé? Je pense que cette personne a lu un règlement qui fait pas, qui n'est pas relatif au programme d'investissement d'avenir, puisque à chaque fois dans les projets du programme d'investissement d'avenir, c'est les entreprises qui gardent toute l'API et qui se la partagent. Nous, on prend des intéressements uniquement financiers en fait en cas de commercialisation. Oui, 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 enfin c'est absolument pas la philosophie on va dire, du programme d'investissement d'avenir de rentrer dans dans des positions de pays en fait sur vos projets en fait. Là pour le coup, nous on va absolument pas intervenir là-dessus. Sur l'API, vraiment la seule chose qu'on va vérifier, c'est est-ce que l'API permet de garantir en fait les intérêts de l'État, et est-ce que une pays va pas être envoyée, enfin il y aura pas il y a des qui vont être mal faites qui pourraient enfreindre les intérêts de l'État sur les projets qui ont bénéficié de ces financements. Mais après non, l'ADEME dans ce cadre-là a absolument pas intérêt à avoir des participer à l'API quoi. Non, je pense que cette personne a lu des éléments relatifs aux thèses ou à la R&D, mais c'est pas du tout la philosophie des programmes d'investissement d'avenir. Merci. Écoutez, je vous ai posé la dernière question. Je vais vous laisser le mot de la fin. Donc merci à vous déjà de votre attention pour cette présentation, et je vous invite d'ailleurs à suivre les différents flux de communication euh, qui sont sur ou Twitter ou LinkedIn ou Adem et vous, et même sur YouTube où vous allez pouvoir présentation. Si vous avez d'autres questions, vous avez vraiment à les poser sur les boîtes mail des AAP qui sont dédiées pour ça. Merci à vous. Merci à vous, au revoir et n'hésitez pas à nous contacter par. Merci Virginie.